Bienvenue si vous nous rejoignez, on va plus loin tout de suite dans l'essentiel avec Marc Semo, collaborateur de l'hebdomadaire Challenge et du journal Le Monde. Bonjour Marc. Bonjour. Et Bruno Darroux, chroniqueur international ici même à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Au sommaire, l'appel à la défense européenne dans un nouveau discours de la Sorbonne. 7 ans après son précédent, Emmanuel Macron met en garde l'Union européenne menacée de mort par la guerre en Ukraine et l'offensive commerciale de la Chine et des États-Unis. L'attaque terrestre d'Israël sur Rafah se précise. D'après le Wall Street Journal, des préparatifs en vue d'un déplacement massif de population sont déjà envisagés par l'armée israélienne. C'est tout de suite dans l'essentiel sur France 24. C'est un discours qui se veut fondateur, 7 ans après avoir parlé d'Europe à la Sorbonne et jeté les bases de ce qui allait devenir en grande partie l'agenda de la Commission von der Leyen. Emmanuel Macron rejoue la scène, même amphithéâtre, même ambition, celle d'une Europe puissance, souveraine, tournée vers l'avenir et consciente des enjeux, à commencer par le défi que posent les partis nationalistes. Et oui, on est à un mois des élections européennes et ça n'est évidemment pas anodin. Noémie Roche nous en dit plus. L'Europe est dans un moment critique. Elle court le risque d'être reléguée face à la compétition des autres grandes puissances. Devant 500 invités, ambassadeurs des pays de l'Union européenne, étudiants, chercheurs et gouvernements au complet, le président de la République a appelé les 27 à un sursaut d'ici 2030. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir. Et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Parce que c'est aujourd'hui que se joue la question de la paix et de la guerre sur notre continent et de notre capacité à assurer notre sécurité ou pas. Et pour cela, Emmanuel Macron appelle l'Europe à renforcer sa défense au sein de l'OTAN. Dans un contexte de guerre en Ukraine, il parle de bouclier antimissiles et plaide pour un emprunt européen pour investir dans l'armement. Sur le plan économique, le président évoque un choc d'investissement commun. Objectif, doubler la capacité financière de l'Union et ainsi faire face aux défis climatiques, numériques et industriels. Il appelle aussi à réviser la politique commerciale européenne face à la concurrence de la Chine et des États-Unis, qui d'après lui ne respectent plus les règles du commerce. Des règles et des valeurs européennes bafouées aussi par les nationalistes, selon le président. Ils nous ont tous habitués à un discours qui est le « oui mais », qui est dire « j'empoche tout ce que l'Europe a fait, mais je le ferai plus simple, mais je le ferai en ne respectant pas les règles, mais je le ferai au fond en bafouant ses fondements ». Au fond, ils ne proposent plus de sortir de l'immeuble ou de l'abattre, ils proposent juste de ne plus avoir de règles de copropriété, de ne plus investir, de ne plus payer le loyer. Et ils disent « ça va marcher ». Un discours qui sonne comme une entrée en campagne pour le chef de l'État, à 6 semaines des élections européennes, et alors que son camp est largement distancé par l'extrême droite dans les sondages. Et on retrouve tout de suite Pierre Benazet à Bruxelles, où ça réagit, Pierre, au discours d'Emmanuel Macron. Disons qu'il y a deux sortes de réactions très nettement. D'une part, à Strasbourg aujourd'hui, c'était la session plénière, la dernière session plénière de cette mandature européenne au bout de 5 ans. Là, on a des réactions surtout françaises, il faut bien le noter, les eurodéputés qui réagissent évidemment en fonction de leur couleur politique, puisque on est évidemment en campagne et ils le disent tous et leurs réactions sont évidemment marquées par cela. Plus intéressant, c'est évidemment les réactions dans les capitales. Il y en a peu parce que pour beaucoup de capitales, ce discours très pro-européen est aussi un discours très français au moment où la France entre dans la campagne européenne. Malgré tout, Emmanuel Macron, vous l'aurez noté, a cité le nom d'un certain nombre de dirigeants européens dans son discours. Il a cité en particulier celui de Olaf Scholz, le chancelier allemand, celui de Kaja Kallas, la première ministre lettonne. Il y a dans cette estonienne, pardon, il y a dans ces noms que Emmanuel Macron met sur la table un vrai symbole parce que Kaja Kallas, elle propose cet emprunt qui est là pour financer la défense, parce que Emmanuel
Emmanuel Macron dit qu'il est favorable au bouclier antimissile qui avait été initialement refusé par la France et maintenant que Emmanuel Macron soutient et appelle de ses voeux, et c'est donc un appel du pied à Olaf Scholz. Il a cité aussi le nom de Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, qui pourrait bien devenir le prochain secrétaire général de l'OTAN. Bref, et là, il y a eu quelques réactions. On a celle, par exemple, du chancelier allemand Olaf Scholz, qui se félicite de ce discours et de l'engagement européen d'Emmanuel Macron, qui dit qu'il y a beaucoup à faire sur la force de l'Europe et le franco-allemand aussi. Sa ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui, elle, tout comme d'ailleurs Olaf Scholz, félicite Emmanuel Macron en français dans le texte pour son engagement en faveur de l'Europe et qui parle de ce moteur franco-allemand remis à l'honneur par Emmanuel Macron après un peu de tension entre Paris et Berlin. Il y a aussi d'autres noms qui ont été cités par lui, qui eux n'ont pas réagi. Évidemment, il s'agit de Mario Draghi et Enrico Letta, qui tous deux ont fait des rapports la semaine dernière avant le Conseil européen, pour parler justement de cette nécessité de la relance de la puissance économique de l'Europe. Bref, il y a beaucoup de richesse dans ce discours. De ce point de vue-là, les Européens s'abstiennent de réagir, peut-être pour ne pas rentrer dans la campagne française. Malgré tout, ça va dans le sens des plus européocentristes des différentes capitales parmi les 27. Merci Pierre Benazet à Bruxelles pour France 24. Alors on le voit, il y a des convergences avec un certain nombre d'autres dirigeants européens. Marc Semo, ce discours était-il nécessaire? Vous avez appris des choses? Non, mais c'était d'abord nécessaire de rappeler un certain nombre de... Enfin, pas grand-chose. C'est nécessaire de rappeler un certain nombre de fondamentaux. Alors c'est très intéressant si on fait le parallèle avec ce même discours, enfin avec le discours d'il y a 7 ans, dans ce même lieu, à la Sorbonne. Alors à l'époque, on parlait de souveraineté européenne. Là, on parle d'Europe puissance, c'est un cran en plus. C'est vrai qu'en 7 ans, il s'est passé beaucoup de choses qui ont été vers une intégration plus forte de l'Europe. L'Europe se fait toujours dans les crises. Elles n'ont pas manqué. Le Covid, la guerre en Ukraine. Alors, plus que d'ailleurs à cause ou grâce au mérite de Emmanuel Macron, ce sont les circonstances qui ont incité les Allemands à être un peu plus pragmatiques, par exemple, avec l'emprunt commun sur le Covid. Ensuite, face à l'agression russe en Ukraine, il a bien fallu sortir de la léthargie en matière de sécurité commune. On oublie trop souvent qu'un des grands et vrais pères de l'Europe a été Staline. Non pas qu'il ait contribué... Enfin, à cause de la menace de Staline, l'Europe s'est structurée au tout début. Et aujourd'hui, c'est vrai que Poutine a obligé l'Europe à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et ce discours, justement, reflète tout ça. Ensuite, le problème, c'est qu'il n'y a pas que le discours et les mots. C'est-à-dire, entre le discours de la Sorbonne et aujourd'hui, Emmanuel Macron a quand même pas mal tâtonné. En 2019, il y a eu « on se rapproche de la Russie ». Il a été quand même long au démarrage à comprendre la réalité de ce qu'était la guerre d'Ukraine et de la menace de Poutine. Alors, il espérait toujours convaincre Poutine. Et le problème, et je terminerai là-dessus, comme d'habitude, il ne suffit pas de dire des choses, parce qu'il a dit des choses très belles, très fortes, l'Europe peut mourir parce que l'Europe est mortelle, ça dépend de nous, etc., etc. Mais c'est faire de la politique, c'est tisser des alliances, tisser des coalitions. La France passe en Europe pour être arrogante. Là-dessus, le président français n'a pas peu contribué à cette réputation. Et il s'agit aussi de rétablir un climat de confiance. Alors avec l'Allemagne, bon, la Scholz a salué le discours, mais quand même avec Berlin, ça ne va pas très bien. Les pays d'Europe centrale et orientale sont ravis du tournant de Macron depuis Bratislava il y a 1 an et demi sur l'engagement contre la Russie, mais ils se méfient quand même et craignent une nouvelle volte-face de Macron. Donc tout ça est bien réel et donc le risque, c'est que ce discours reste des mots. Il y a 7 ans, lors du précédent discours de la Sorbonne, Bruno Darroux, Emmanuel Macron invitait, peu ou prou à la même époque, Vladimir Poutine à Versailles. Il l'invitait à Paris pour le sommet pour la paix, Forum de Paris pour la paix, dont on ne sait pas d'ailleurs ce qu'il est devenu depuis. Est-il aujourd'hui, Emmanuel Macron, le bon messager pour une Europe justement consciente de la menace russe? La question se pose en effet quand on rappelle effectivement ce qu'ont été les relations et les initiatives d'Emmanuel Macron vis-à-vis de Vladimir Poutine dans le passé, que ce soit effectivement de recevoir à Versailles ou l'attitude au début de la guerre en Ukraine. Cela dit, on peut quand même reconnaître qu'il a une certaine longévité dans la cohérence de son engagement européen, même si bien sûr c'est pas grâce à lui que tout s'est réalisé en 7 ans. Il a su surfer quand même ou inciter à faire des choses au moment du Covid, en particulier le fameux emprunt commun. C'est vrai que là, il a profité d'une situation, même à l'époque, il a fallu convaincre les Allemands quand même. Donc,
il peut se targuer d'avoir fait des choses. Vis-à-vis de la Russie, franchement, je ne sais pas, puisqu'effectivement, il a effectué un espèce de tournant par rapport à février 2022, qui fait que maintenant, en principe, il est pas mal placé pour dire à l'Europe, en gros, il est temps de devenir une grande personne, de devenir une puissance et de s'imposer face à des empires expansionnistes comme la Russie, commercialement face à la Chine et aux États-Unis. Lui qui rappelle les-t-il aujourd'hui, d'ailleurs, a même remis de la dissuasion avec cette idée de troupes possibles en Ukraine. Oui, alors on ne va pas revenir sur toute la polémique, puisque c'était... C'est dire à quel point il a effectué un changement de cap, effectivement. Oui, il a effectué un changement de cap. Après, là où ça reste toujours un peu problématique, parce qu'il a tracé des perspectives sur 5-10 ans qui sont assez bien vues sur la nécessité pour l'Europe de rééquilibrer donc ses pratiques commerciales avec les États-Unis, avec la Chine, de rattraper son retard sur l'intelligence artificielle, le numérique, ce genre de choses, c'est plutôt bien vu. Sauf que le problème, alors, d'autres Européens vont plutôt se dire, bon, Emmanuel Macron, c'est un Français, le déficit de la France, franchement, c'est pas top. On est déjà considérés comme des très grands dépensiers. Tout ce qu'il annonce, là, le doublement, le choc investissement, comment on finance ça? Est-ce que ça va être que de l'emprunt? Et pareil sur la défense. La défense, il a développé, parce que ça, c'est un peu sa manie. Il a parlé d'intimité stratégique, etc. Mais concrètement, ça va donner quoi? Là, ça manque un peu de substance. Et les critiques de la France, je terminerai là-dessus, en général disent, les Français font toujours des beaux discours, des belles paroles, c'est lyrique, il y a des belles envolées. Après, derrière, ça ne suit pas toujours. Le ciment commun, pardon, on va l'écouter justement pour pouvoir illustrer, vous réagirez évidemment juste après. Marc, le ciment commun, vous l'avez dit pour l'Europe, ce qui a été le révélateur de son unité, ça a été la crise du Covid. On a montré notre force de frappe en matière vaccinale parce que nous étions groupés, mais le moment de vérité pour l'Europe, c'est maintenant, dit Emmanuel Macron, résisterons-nous à la guerre en Ukraine? Et pour cela, il faut s'unir en matière de défense. Écoutez-le. On voit bien qu'il nous faut bâtir ce concept stratégique d'une défense européenne crédible pour nous-mêmes. C'est pourquoi j'assume le fait qu'il nous faut une préférence européenne dans l'achat de matériel militaire. Regardez la facilité européenne de paix que nous avons bâtie pour les débuts de la guerre. Les 3/4 ont été utilisés pour acheter du matériel non européen. Alors il y avait un critère d'urgence, on ne savait pas tout produire en européen, mais il y avait aussi des réflexes solidement établis. C'est toujours mieux d'acheter, souvent américain, parfois coréen. Mais comment voulons-nous construire notre souveraineté, notre autonomie à terme, si nous n'assumons pas aussi de développer une industrie de défense européenne? On peut, nous, Français, Marc Semo, convertir les Allemands à deux choses, sortir les dépenses militaires de la Golden Rule, c'est-à-dire finalement de l'orthodoxie budgétaire, et convertir aussi les Allemands au Buy European. Oui, mais les Allemands sont très pragmatiques sur le Buy européen. Quand il s'agit, par exemple, des boucliers antimissiles, il y a un projet, mais qui est encore au tout début, franco-italien, et il y avait le dôme de fer israélien. Les faits ont montré, avec les attaques de drones iraniens, qu'il était opérationnel, ça marchait bien, voilà, autant acheter sur étagère, il y a l'urgence. Donc de ce point de vue-là, les deux sont vrais, c'est-à-dire à la fois il faut, et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron maintenant dit oui, on fait le bouclier antimissile, et là-dessus il a donné raison aux Allemands. De la même manière que la France avait freiné des cas de fer pour l'achat à l'initiative du président tchèque de centaines de milliers d'obus qui n'étaient pas de fabrication européenne, mais qui avaient le mérite, ils avaient le mérite de les avoir trouvés, et les Ukrainiens en avaient un besoin vitaux. Donc oui, il y a ce pragmatisme. Alors Emmanuel Macron a eu entièrement raison de souligner tous ces aspects de la nécessaire défense, industrie de défense commune, c'est fondamental, c'est essentiel. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a à la fois un immense besoin de leadership en Europe, et c'est le créneau qu'essaie d'occuper le président français. Angela Merkel n'est plus, les Britanniques sont sortis de l'Europe, donc il y a ce problème donc, de leadership. Le problème, c'est que pour être celui qui incarne ce leadership, d'abord, il y a, comme le disait très bien Bruno, l'état de l'économie française qui n'est pas très brillant avec ses déficits, et ensuite, le résultat du vote aux européennes. Si le Renaissance arrive en deuxième position avec la moitié des voix de Bardella, c'est déjà mauvais. S'il arrive en troisième position, on ouvre une crise politique en France réelle, et vis-à-vis de l'Europe, il aura
pas mal, il aura un peu de difficulté à incarner ce leadership européen. Sans compter qu'en matière de défense, Bruno, la France n'est pas celle qui livre le plus à l'Ukraine et n'est pas celle aujourd'hui qui semble la mieux dotée en matière de munitions et de ce qui semble aujourd'hui essentiel sur le champ de bataille. On n'est pas les seuls à avoir des problèmes de stockage de munitions. Et bon, alors, sur les armes, on a toujours dit, en gros, pour faire simple, on préfère la qualité, comme le canon César, à la quantité. Mais c'est vrai qu'on n'est pas les plus, on n'a pas été jusqu'à présent, en tout cas, les plus vertueux. Oui, sauf qu'aujourd'hui, peut-être parce qu'on avait Emmanuel Macron veut un arsenal complet. Ce qu'il demande à l'Europe, c'est de se doter d'un arsenal complet. Il a raison là-dessus. Européen. Mais voilà, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que à moyen et long terme, il a raison, mais dans l'immédiat, il y a des urgences. Et il y a des pays qui ne sont pas sur cette ligne. C'est toujours le problème de l'Europe, parce que vous parliez de l'Allemagne, mais enfin, il faudrait aussi convaincre les Polonais d'arrêter d'acheter américain et d'autres pays d'Europe de l'Est. Et pour le moment, par exemple, les anciens pays du bloc soviétique ont quand même toujours ce réflexe un peu pavlovien de se dire on sera toujours mieux protégé quelque part par les États-Unis et par l'OTAN que par l'Europe. Pour le moment, ça ne marche pas. D'abord, en partie, c'est vrai. Et deuxièmement, les Polonais ont été extrêmement pragmatiques. Ils ont acheté des chars coréens. Et puis, américains, ils ont acheté énormément de chars coréens parce qu'ils étaient là, parce qu'ils étaient prêts, parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont efficaces, ils sont moins chers, et on en a besoin sur les frontières. Les frontières à ce sujet. On va écouter justement ce que dit Emmanuel Macron. Autre changement, il appelle ses partenaires justement à la protection aujourd'hui des frontières. Écoutez. Cette Europe de la puissance, c'est celle tout à la fois de la défense et de la protection de nos frontières. Et c'est un changement de paradigme profond sur le fait que nous, Européens, si nous voulons résister à ce changement de règles, à cette escalade de la violence, à cette désinhibition des capacités sur notre continent et au-delà, eh bien, nous devons nous adapter en termes de concepts stratégiques, de moyens, et nous devons retrouver la maîtrise de nos frontières pleinement, entièrement, et l'assumer. Manière, Marc Semo, de contrer la vague nationaliste qui menace des Européennes, en montrant que les partis de gouvernement aussi ont pris la mesure du besoin exprimé par les électeurs? Il faut espérer. Enfin, ce qu'il dit sur la maîtrise des frontières, oui, c'est quand même fondamental. Il ne peut pas y avoir un ensemble politique, ce qui est quand même l'Union européenne, sans frontières. Les frontières ne sont pas obligées d'être des frontières fermées et verrouillées. Mais il y a un moment, il faut tracer des frontières. Oui, mais les frontières supposent quels moyens pour Frontex, quels moyens pour mettre en œuvre concrètement la protection. Mais ce que dit Emmanuel Macron dans ce discours, en filigrane et même explicitement, ce qu'il appelle de ses voeux, c'est une grande stratégie au sens où l'entendent les Américains pour l'Europe. C'est-à-dire quelque chose qui intègre à la fois la dimension stratégique militaire, la géopolitique, l'économie, etc. Donc c'est ambitieux, il a raison. Le problème, c'est comment on peut y arriver et quel est exactement le rôle que peut jouer la France dans un tel... Il marque un point lorsqu'il parle de cet immeuble dont finalement aujourd'hui les partis nationalistes voudraient occuper sans payer le loyer ni les charges. Oui, bon, là je crois que le message est passé. Là, c'était un message vraiment de politique intérieure. L'image était pas mal trouvée parce qu'effectivement, c'était une punchline. Marine Le Pen, on se souvient du Frexit, etc. Mais non, maintenant ils veulent y rester, mais ils ne veulent pas payer le loyer et les charges de copropriété. Et quand on est copropriétaire, on sait ce que ça veut dire. Donc ça va parler à beaucoup de gens. Ça, c'était plutôt pas mal trouvé. Mais non, le problème qu'il a, effectivement, je suis d'accord avec ce que disait Marc tout à l'heure, c'est que Emmanuel Macron dirait que c'est un peu ce qu'il reprochait, lui, d'ailleurs, à François Hollande quand il était son conseiller, en disant que c'est un super observateur, il décrit super bien, mais après, c'est dans la réalisation que ça pêche. Et en plus, Emmanuel Macron, je pense, est encore moins politique de ce point de vue-là que ne l'était son prédécesseur. Parce que même là, le fait aujourd'hui, c'est symbolique, mais c'était une journée, ça a été signalé par Pierre Bénazet. Je crois que c'était la dernière grande journée plénière du Parlement à Strasbourg. Il se dit très grand européen, il va faire un grand discours. Et bam, il dit à tous les eurodéputés qu'il souhaite de venir. Et il fait ça le jour où c'est une journée importante pour le Parlement européen. C'est interprété par beaucoup comme mépris, mais je n'ai rien à faire du Parlement européen. Et puis, il y a le risque plus politique, effectivement. Je voudrais revenir 2 minutes sur le score que risque de faire la liste conduite par Valérie Ayé. Là aussi, le sens politique. Bon, elle connaît ses dossiers, Valérie Ayé, mais franchement, pourquoi la nommer? Elle n'a
On disait la même chose de Nathalie Loiseau qui a fini un point derrière Bardella. Hein. Oui, à l'époque, mais Valérie Ayé... Mais ça a été une catastrophe, il a fallu l'exfiltrer. Voilà, en plus, après, il a fallu l'exfiltrer. Elle n'est pas connue, etc. Et je lisais tout à l'heure, je n'avais pas réalisé, parce que je ne suis pas les affaires européennes au jour le jour, qu'en France, la liste n'est pas encore constituée. C'est la seule liste. Ils doivent en nommer 81. Comme avec les sondages, il n'y en aura que 16 qui sont à peu près sûrs d'être élus. C'est au couteau. C'est au couteau, et donc la liste n'est pas constituée. Ça ne fait pas très sérieux pour un parti très pro-européen. On en vient à la guerre au Proche-Orient. L'armée israélienne qui intensifie ses frappes aériennes sur Rafah, alors que des responsables égyptiens cités par le Wall Street Journal évoquent des préparatifs israéliens à une offensive terrestre, et notamment à l'évacuation de civils de Rafah vers la ville proche, toute proche de Khan Younes. Marc Semo, ces plans, ils prévoient notamment des civils. L'évacuation de ces civils durerait 2 à 3 semaines. Elle serait menée notamment par une coordination de pays, les États-Unis, l'Égypte, notamment d'autres pays arabes. Ça vous semble crédible, ça? Qui prêterait de fait main forte à une offensive israélienne. Ça paraît peu crédible. Ensuite, qu'est-ce qui s'est exactement discuté entre Netanyahou et Biden en échange du fait que les Israéliens sont restés extrêmement contrôlés dans leur réponse aux attaques iraniennes? On s'aperçoit qu'il y a une intensification des opérations israéliennes aujourd'hui contre le Hezbollah au nord, avec un certain nombre de commandants qui ont été exécutés. On peut croire... Ils disent la moitié. Ils disent la moitié, c'est peut-être un peu se vanter, mais ils ont été redoutablement efficaces dans le passé. On se rappellera à cet égard que Wissam Tawil, qui était le chef de Radvan, qui était la force d'élite du Hezbollah, leur pointe la plus... a été éliminé le 8 janvier par une frappe ciblée. Donc apparemment, ils ont trouvé les moyens d'éliminer les commandants. Donc ce n'est pas que du bluff. Il y a ça d'un côté. De l'autre, effectivement, la préparation de l'opération sur Rafah, qui a été promise, repromise par Netanyahou. Donc, à la fois, ça paraît peu crédible. Les risques pour l'administration Biden, pour Joe Biden lui-même en campagne électorale, sont immenses. Déjà, on lui reproche un 2 poids 2 mesures. D'un autre côté, les Américains comprennent que les Israéliens veulent réellement casser jusqu'au bout l'appareil militaire du Hamas. Et l'image atroce de l'otage parlant diffusé par le Hamas vient rappeler là qu'il y a aussi cette réalité des otages qui sont encore là. Alors effectivement, jusqu'ici, seule la négociation a permis d'en libérer, mais pour le moment, les négociations sont bloquées parce que le Hamas, à chaque fois, a refusé les concessions. Bruno Darroux, les États-Unis, l'Égypte vont se plier au caractère inflexible finalement d'Israël sur cette question et finalement faire de l'humanitaire pour limiter au maximum les dégâts. Moi, honnêtement, je ne vois pas trop ce que ça veut dire la coordination entre ces États sur le terrain. Comment ça va se passer? Ça sera forcément sous contrôle israélien. Enfin, je ne vois pas trop comment ça va se passer. Alors... Je sais que par contre les Israéliens ont déjà déployé du côté de Khan Younes, d'ailleurs si j'ai bien compris, environ 45 000 tentes qui pourraient accueillir entre 400 et 500 000 réfugiés. Bon, ça a été fait uniquement par Israël, mais au moins c'est un peu concret. Là, la coordination là, sur le terrain, je vois pas trop. Ou alors, les États-Unis et l'Égypte vont fournir davantage de tentes, etc., qui ensuite vont être réparties par l'armée israélienne. La question là, en cette fin de semaine, c'est est-ce que les Israéliens continuent à attendre? Et on a à peu près l'assurance. Après, il y a la faisabilité du transfert de population. C'est pas des distances énormes, mais bon, c'est quand même très compliqué que les 1 million et quelques de civils ne sont plus à Rafah quand l'armée lance son assaut, ou est-ce que ça débute et que l'armée lance déjà son assaut, puisqu'il y a un haut gradé de l'armée israélienne aujourd'hui qui a dit de toute façon nous avons en gros éliminé 18 à 19 bataillons du Hamas, il en reste 4 ou 5 à Rafah, nous allons finir le job et ce moment approche. Donc voilà, on est là entre l'évacuation des populations civiles et l'armée israélienne qui passe... Enfin, d'un strict point de vue de stratégie militaire, l'armée israélienne patiente depuis quand même quelques semaines maintenant sur cette offensive à Rafah. Donc. Dans ce contexte, les récriminations américaines qui exigent des explications après les corps exhumés des charniers sous les hôpitaux de Gaza, selon les services médicaux du Hamas, ce sont des protestations de pure forme, Marc Semo, ou est-ce qu'elles ont là aussi ils sont dans leur logique de la part de Joe Biden, de cet en même temps qui est extrêmement délicat et difficile, où à la fois on comprend Israël, on défend Israël,
et on l'appuie dans son droit à se défendre, et à la fois on dit voilà, il faut respecter un certain nombre de normes et tout. Donc bon, l'armée israélienne a déjà donné un certain nombre d'explications, disant que ces fosses communes n'avaient pas été faites par l'armée israélienne, mais qu'ils les avaient à un moment ouvertes pour voir s'il n'y avait pas des corps d'otages, et ensuite refermées. Bon, c'est une explication, faut voir ce qu'il vaut. Ce qui me semble plus significatif, c'est les mesures que prennent, je terminerai là-dessus, les Américains à propos des plus extrémistes des colons en Cisjordanie, et notamment de cette brigade faite de colons qui désormais sera privée de matériel américain. Donc il y a de la part des Américains une volonté de montrer qu'ils ne sont pas non plus aveugles à la souffrance des populations palestiniennes. Et c'est un moyen de faire pression, parce que faire pression sur tout ce qui concerne en Cisjordanie la colonisation, c'est un moyen de pression sans doute aussi efficace, mais peut-être même plus, que de réclamer une amélioration de l'aide humanitaire, etc., dans la bande de Gaza. Merci Bruno Darroux, Marc Semo, on va plus loin, c'est terminé. Prochain journal dans l'essentiel, c'est dans 4 minutes.